Donc, je vais vous présenter Stelia, je laisserai un petit peu de temps pour les échanges, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Donc Stelia, une startup qu'on a créée en 2019 avec pour objectif d'exploiter les avancées de l'IA, à l'époque pas encore tout à fait générative, mais il y avait déjà GPT-3 début 2019. Mais il y avait vraiment cette vague de fond des modèles Transformers qui est apparu fin 2017, qui a commencé à monter en 2018. Et c'est sur cette base-là qu'on a décidé de lancer Stelia et vraiment exploiter des modèles enfin euh, assez efficaces sur la langue, sur le langage naturel. On est une équipe de 25 personnes, les deux tiers consacrés à la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle. On a beaucoup de data scientists qui sont incubés à l'école polytechnique. On collabore avec différents labos de recherche, notamment le CNRS Paris-Saclay, Paris-Sorbonne ou le Lauriane-Nancy. Et donc la salle de Paris-Saclay est rentrée à notre capitale. Voilà. Alors, en termes de solutions, je vous passe une petite vidéo sur notre assistant pour tout de suite voir de quoi il s'agit. Donc, on est un assistant en fait qui classiquement vient répondre aux questions. Par contre, on s'appuie, enfin, on est en mode effectivement RAG, où on va vraiment s'appuyer que sur les ressources qui nous ont été confiées, des ressources à la fois textuelles et vidéo. Donc là, face à une question, j'ai une réponse. Cette réponse va vraiment être sourcée. C'est vraiment une promesse forte de ne pas s'appuyer sur des connaissances externes. Et donc, on va pouvoir pointer vraiment vers la ressource qui a permis de construire l'un des éléments de réponse. Euh, voilà, donc pointer vers là, c'est en l'occurrence c'est un PDF, ça peut être des pages, ça peut être aussi un extrait vidéo. On va aussi mettre en avant des questions-réponses qu'on a générées autour du contenu et qui sont liées avec la question, ce qui permet un peu d'explorer plus en avant le sujet et aussi, lorsque la question parfois est un peu bancale, d'orienter vers des questions un peu mieux organisées. On fait du conversationnel, on a été assez prudent là-dessus parce que on a vite fait de dériver en dehors du champ de la connaissance et puis ou d'avoir une volonté de piéger l'IA. Donc là, on s'appuie vraiment sur l'historique récent et on met en lien fort avec les contenus. Et puis, dernier point, en bas à droite, vous voyez poser la question à un expert. Ça peut être un enseignant, ça peut être. On répond pas à tout parce que effectivement, on s'appuie sur le corpus de connaissances qui nous a été confié. Et donc, on va pas chercher à répondre à tout prix. Et donc, lorsqu'il y a des questions plus spécifiques, en dehors du champ de connaissances, on va aller proposer d'aller chercher un expert ou un professeur, par exemple. Donc on s'adresse à l'éducation et à la formation. C'est notre cible phare. On travaille aussi avec des entreprises, essentiellement sur le volet formation. Après, ça va un petit peu au-delà, parfois sur l'accès à la connaissance. Et donc, cet assistant permet un accès aux connaissances de privées ou aux connaissances vraiment contextuelles à une formation ou à une entreprise. Et donc, l'assistant apporte des réponses qui sont vraiment parfaitement alignées avec le contexte de formation. C'est pas simplement un accès, une recherche de connaissances, c'est aussi une contextualisation. Les LLM permettent de transcrire en fait la connaissance dans le langage ou dans la problématique de l'apprenant. Ce qui, effectivement, on peut parfois facilement trouver une connaissance théorique, mais on ne sait pas comment l'appliquer. Donc c'est vraiment cette transition qui est forte. Donc, dans une approche RAG classique, nous, on a vraiment notre workflow d'IA maison qui vient extraire et modéliser la connaissance des documents de formats variés, de vidéos aussi. On passe par la transcription, mais aussi l'analyse de l'image pour bien segmenter cette vidéo.
tous les vidéos, et on travaille sur des volumes assez importants. Ça peut être plusieurs milliers de pages de cours et des centaines d'heures de vidéos. Euh, Ce qui fait plus sens pour justement identifier l'aiguille dans une botte de foin et pour l'apprenant de s'y retrouver dans un corpus assez vaste. Et c'est aussi intéressant pour l'apprenant lorsqu'on a une formation. On ne veut pas forcément noyer l'apprenant avec trop de contenu. Ici, l'assistant permet de taper sur une base beaucoup plus vaste. On peut avoir des cours prérequis qui sont supposés comme connus, mais qui sont pas, qu'on va pas exposer à l'élève, ou des contenus plus avancés. Et l'assistant va pouvoir taper dans cette base très large. On a prévu un assistant, comme je le montrais tout à l'heure, qui est vraiment un peu plus pédagogique qu'un ChatGPT, puisqu'on va vraiment systématiquement mettre en lumière les sources. Et ça, c'est un point très important dans l'IA générative, de pouvoir aller vérifier, aller approfondir la connaissance et comprendre voilà, dans quel contexte elle est donnée. On a aussi un gros travail sur les graphes de connaissances. Toute la connaissance va être modélisée sous forme de concepts et mise en lien entre eux. Et dans cette réponse, aux côtés de cette réponse, on va mettre en avant des concepts, les concepts sous-jacents de cette question-réponse. Donc, c'est des concepts qu'on a identifiés au sein des contenus, mais qu'on peut aussi mettre en relation avec un référentiel métier, un référentiel de cours, une taxonomie que vous auriez. Et puis, à côté des extraits de vidéos et documents complémentaires, des questions-réponses ou des QCM qu'on génère. On a mis aussi l'accent sur la vidéo. On a de plus en plus d'enregistrements de vidéos de cours. Là, on a un petit démonstrateur sur une vidéo YouTube ou sur un enregistrement de 2 heures. On va être en capacité de chapitrer précisément ce cours, faire ressortir les principaux concepts et générer un petit résumé, le meilleur screenshot du passage et derrière une mind map qui représente un peu tous les concepts abordés et comment ils s'organisent entre eux. Que sur notre assistant classique, on va aussi bien mettre en avant les sources vidéo. Et c'est d'ailleurs un usage arrive de plus en plus d'avoir uniquement des sources vidéo. C'est pas forcément évident pour les apprenants de naviguer au sein d'un gros corpus vidéo, en particulier si les vidéos sont longues. Lorsqu'on a une question sur un point précis du cours, on va être en capacité de pointer précisément vers l'extrait vidéo qui parle de ce sujet. Et c'est en particulier fort sur des sujets assez techniques. On va travailler par exemple au niveau bac pro ou BEP, ou aussi en entreprise sur des gestes techniques professionnels qu'on va pouvoir euh, montrer, mettre en avant plus facilement. Et c'est une très forte transition entre le contenu textuel, en général assez théorique, et la pratique, qui peut être un peu coûteuse lorsque les installations sont assez techniques et assez coûteuses. Et donc c'est dans cette optique qu'on va construire un projet, une plateforme, une sorte de mini LMS vidéo plus intelligence artificielle avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un projet commun. Alors, je profite du moment que j'ai été absent tout à l'heure pour le redire, mais comme je vois qu'il y en est à 15 minutes, et donc Ah oui. en gros, pourquoi j'ai fait appel à Stelia? Pour une raison très simple, hein, c'est que j'aurais pu choisir Mistral ou Google qui nous ont fait des propositions, mais ce que j'ai expliqué à Simon et à Bertrand, c'est que moi j'ai choisi, il y a 3 concepts aujourd'hui qui sont nouveaux, qui ont émergé grâce aux AMI CMA. C'est en gros, il y a le secteur privé, il y a le secteur public, et puis il y a ce qu'on appelle le secteur privé souverain. Par exemple, Mistral aujourd'hui a fait appel à Microsoft, c'est un choix de truc, et moi je n'ai pas à travailler à. Je plaide pour une IA générative française, donc l'IA générative Stelia m'a garanti que pour l'IA qu'on allait utiliser pour les parents d'élèves, c'est-à-dire on va capter les occurrences de tous les parents d'élèves de France qui ont des problèmes d'insécurité, de harcèlement, cyberharcèlement, etc. Aujourd'hui, toute Stelia garantit à la fois qu'on travaille sur
sources sûres, puisqu'on ne capte que les sources, les informations du ministère de l'Éducation nationale, Canopé et ONICEP. Donc, on aura des réponses sûres pour les parents d'élèves, mais surtout, on aura une taxonomie de ce que disent les parents d'élèves qui devient un formidable outil de pilotage. Je voulais vous dire ça parce qu'il y a une prolongation qui peut être récupérée par le ministère de l'Éducation nationale, par les politiques publiques de cet objet qu'on est en train de développer. Voilà, pour finir pour moi, et merci de cet accueil. Et je vais conclure en 2 minutes juste pour parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est engagé sur un gros projet pour le ministère de l'Éducation nationale, dans la formation professionnelle initiale avec l'Association nationale de la formation automobile. On travaille avec des éditeurs scolaires, des groupements d'écoles, des universités américaines. Pas encore d'université française, donc on serait ravis. On a déjà engagé plusieurs discussions. Et puis dans la formation professionnelle des entreprises. Voilà. Donc effectivement, on a pas mal de discussions avec des groupements d'écoles privés, mais aussi des universités. Donc on avance sur ce sujet. Et puis un dernier mot pour conclure, effectivement, en termes de technologie, on a un workflow sur lequel on travaille de manière continue, qui vient extraire la connaissance, la segmenter, la catégoriser. On travaille sur les graphes de connaissances pour mieux modéliser cette connaissance et en sortie, vérifier que ce qu'on apporte est vraiment en corrélation étroite avec le contenu source. Et donc après, face à une question, on est dans une approche RAG, c'est-à-dire qu'on va identifier les meilleurs passages qui apportent des éléments de réponse. Et puis après, on utilise un LLM. Et en l'occurrence, on est parti encore une fois d'une base open source, en l'occurrence Mistral, et qu'on a très fortement réentraîné pour améliorer sa performance dans la génération de réponses. Voilà. On a aussi des benchmarks sur nos modèles, en particulier de Retrieval, où on se classe au-dessus en fait, des modèles open source. On est en train d'évoluer peut-être sans doute vers une publication en open source d'une version de nos modèles. Voilà. Je le passerai à la moulinette des Hollandais alors, Oui, avec plaisir. Ouais. On parce n'est qu'ils pas sont encore un tout à fait peu prêt, mais tatillons là-dessus. oui. Moi, j'avais une question. Donc, quand tu parles de Samy, d'IA maison, en fait, c'est un modèle Mistral que tu as pris, que tu as fine-tuné, et après, tu fais du RAG dessus, sur ton fine-tuning. C'est ça, le truc maison? Oui, tout à fait. Nous, Ah, on a fait beaucoup de fine-tuning sur le modèle Mistral et surtout, on a construit toute cette chaîne RAG plus graphe de connaissances. Et pour nous, le LLM, c'est vraiment qu'une étape finale. C'est important de le nourrir correctement et de le dompter. Et on a aussi une étape de contrôle des sorties de ces LLM grâce au graphe de connaissances. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, travailler sur la réponse générée, regarder les concepts qu'il aborde, et vérifier qu'ils sont bien inclus dans ceux abordés par les contenus. d'accord. Donc, pour ceux qui suivent bien IA for Sup, on a déjà évoqué les outils qui permettent de suivre son fine-tuning et des évolutions des modèles et de voir comment ça marche. On a parlé notamment, moi j'avais identifié un produit qui s'appelle O2, qui est un produit indien qui permet de faire ça. Mais vous, une méthode de maison, qu'est-ce que vous faites vous-même? Oui, on a en fait toutes les différentes étapes sont benchmarkées en interne. C'est pas forcément évident d'avoir des métriques parfaitement représentatives du feedback humain. Il y a des métriques comme rouge ou bleu sur différents modèles, mais qui sont assez limitées. Il y a des leaderboards côté Hugging Face. Aujourd'hui, notre modèle n'est pas encore public, mais en tout cas, il dépasse sur la partie retrieval, il dépasse ceux qui sont en public. Alors, sur les tests de pertinence sur des modèles fine-tunés, moi j'ai vu qu'il y avait trois protocoles différents. Je les ai identifiés, mais je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore publié dessus. Mais je D'accord. reviendrai vers Ah toi oui. si Bah, je avec trouve que plaisir, c'est oui. Oui. pour en parler avec toi, parce qu'il y a trois trucs là, j'ai vu. Je ne peux pas tout publier tout de suite parce que ça me tombe trop sur la tête, mais il y a des choses qui sont en train de se, entre guillemets, standardiser. Et donc, je te filerai les benchmarks et les liens. Et Oui. je finis avec mes questions, hein. Donc, les questions générées, elles sont générées à partir de ce dispositif RAG plus LM fine-tuning.
Oui, et en particulier grâce au graphe de connaissances. En fait, on va identifier les passages les plus porteurs qui portent le plus de connaissances, mettre de côté par exemple des activités, des exemples ou des exercices, identifier les concepts et on a un modèle génératif qui pose une question sur le concept à l'aide du paragraphe. D'accord. Et Moi, c'est de cette manière-là qu'on génère aussi des QCM. Les QCM, on a aussi un travail fort sur les distracteurs. Euh, on va identifier par exemple les voisins de la bonne réponse dans le graphe de connaissances. Quand la bonne réponse est un personnage historique, on va proposer d'autres personnages historiques en lien étroit avec ce personnage-là. Ce que vous n'aurez pas sur GPT par exemple. il y a Jacques de l'Académie de Dijon qui voulait savoir si la base de connaissances peut évoluer facilement. Oui, 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 tout à fait. Donc on a un back-office où vous pouvez déposer l'ensemble des contenus, l'organiser par librairie, ce qui permet de créer différents assistants, certains très spécialisés sur une librairie ou d'autres qui sont plus généralistes. Et puis, donc après, vous pouvez la faire évoluer à la main, mais dans une version plus industrielle, on s'interconnecte avec là où sont vos contenus, que ce soit Moodle ou un Drive ou une autre solution pour venir les chercher en temps réel. Et il y a une petite phase de pré-processing, donc l'assistant ne s'appuiera pas dessus en temps réel dès que vous déposez un nouveau fichier, mais la mise à jour est assez rapide. Et donc, du coup, il n'y a pas de limitation sur ta taille du corpus de connaissances. C'est que quand tu fais ta requête au niveau du RAG, que tu limites le nombre de tokens que tu vas récupérer. Oui, exactement. Ok. Et moi, j'ai une dernière question, après je vous laisse, parce qu'il y a Boris qui est en train de lever la main, il est en train de bouillonner autour de la vidéo, je suis sûr. Mais une dernière question, je ne me rappelle plus combien de tokens on peut mettre dans un prompt pour Mistral. C'est 4000 max, ou c'est J'ai plus, pas le 10 chiffre 000? en tête. Je ne me rappelle pas, d'accord. Pas de Bon, je bêtises. regarderai, c'est marqué en quelque part, mais j'ai plus ça en tête. Boris, tu as levé la main, je te laisse la parole. Merci, bravo pour cette présentation. Nous, à l'Université de Cergy, on travaille aussi sur des RAG vidéo, donc on a bien vu votre workflow. La question, c'est, comme on sait que le RAG, c'est quand même peut-être entre 70 et 80%, c'est surtout le search qui va importer, puisque la Oui. première étape du RAG, avant que le LLM se mette en fonction, il faut encore ne pas rater de document, ce qu'on appelle le silence, ce qui est assez dramatique, c'est quand l'utilisateur, l'apprenant, va poser une question et qu'il va rater un document pertinent, le LLM ne pourra rien faire derrière pour reformuler la réponse. Et donc, vous avez mis un slide très intéressant sur votre ranking avec votre modèle de recherche vectorielle, c'est ça, Oui. voilà, de MTEB. Du coup, la question, c'est que nous, on s'est rendu compte en fait que la recherche vectorielle était très bonne dans certains cas, mais parfois la recherche booléenne était meilleure. Et donc, du coup, nous, on est très focus sur le rank fusion, c'est-à-dire que nous, on a des méthodes de recherche booléenne assez intelligentes qui vont mélanger le et, le ou pour repenser des requêtes booléennes, et on fait beaucoup de rank fusion. Ça veut dire que sur un search, on va lancer un peu de vectoriel, un peu de booléen classique et un peu de booléen avancé. Bon, pour l'instant, on est les seuls à Cergy à voir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le mélange du ranking en temps réel pour qu'après le LLM soit servi dans les bonnes conditions. Et donc, ma question, c'est, on est en train de réfléchir avec Christophe sur benchmarker, puisque aujourd'hui, beaucoup de monde font du RAG. Donc, nous, on fait beaucoup de vidéos. Nous, c'est vidéo first, mais vous êtes aussi sur la vidéo, donc c'est intéressant. Oui. On aimerait peut-être mettre un benchmark pour un petit corpus et benchmarker toutes ces solutions de RAG pour voir justement le plus efficace pour éviter les effets de manche et que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et comme vous, ça a l'air d'être très costaud, ça mettra d'autant plus en avant les RAG très, très poussés. Et si vous voulez participer à ce benchmark, qu'on monte un petit corpus tous ensemble pour que toutes les universités, enfin tous les partenaires, puissent checker et vérifier la puissance. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, on pourrait monter Oui. un groupe sur Ouais. un benchmark RAG tous ensemble et puis voir comment mettre en avant les produits qui sont vraiment plus performants que d'autres, puisque on peut aussi bluffer avec du RAG très facilement si on suit les tutos de RAG. Voilà, les étudiants peuvent facilement faire des RAG. Donc, comme vous, c'est
séquence et Sergi aussi, on essaie de ne pas rater de documents pertinents. Je pense qu'avec des sociétés comme les vôtres, on pourrait vraiment mettre en avant un RAG efficient. Voilà, c'était surtout ça. Mais en tout cas, bravo pour votre presse. Elle est super complète et Bon, je très ferai l'entremetteur, je vous mettrai en contact Oui, et puis avec comme plaisir. pour Ouais. les autres projets qu'on a, je ferai un petit Juste suivi mot, aussi. merci Ouais. pour ces questions et cet accueil. Mais Thierry Coulon, quand on lui a présenté, il nous a posé une seule question, parce que, en fait, la question de la formation détourne un peu l'IA générative. Il nous a posé la question si cette IA générative Stelia peut être utile pour les questions des étudiants eux-mêmes, non pas en formation dans les études et pour aller taper dans des bases de données de formation, mais pour simplement taper dans des bases de renseignements sur le parcours du combattant d'un étudiant. Voilà la question. Je voulais vous la formuler parce que quand on parle avec des universités, il y a les modèles qui peuvent être utilisés dans différents segments. Il n'y a pas que la formation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Il y a Mais on se rend compte, enfin, l'orientation, nous, ou la vie scolaire, ou ouais, on voit des on le bases teste sur la vie positives. scolaire. Et le problème, c'est le dataset, c'est le jeu de données qu'on met dans le RAG. Il faut qu'elle soit à jour, il faut qu'elle soit actualisée, il faut qu'elle soit pertinente. Ouais. Et dans notre cas, moi, on avait beaucoup d'images dans la documentation avec des schémas, des choses comme ça, que l'IA qu'on utilise pour l'instant n'est pas capable d'interpréter. Il y a Gérard aussi qui avait une dernière question. Gérard, fais vite parce qu'on va Peut-être changer de. juste avant la question de Gérard, je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Boris, qui est super intéressant. Je ne crois pas qu'on fasse de la recherche booléenne, mais par contre, dans le même esprit, nous, on croit beaucoup au graphe de connaissances. Et en fait, on n'est pas que sur de la vectorisation, on va beaucoup taper sur les concepts qu'on peut identifier dans la question et identifier des concepts voisins, élargir la recherche quand on voit que le concept est trop restreint ou inversement, le mieux filtrer. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, en fait, parce que je suis extrêmement intéressé, moi, sur ces aspects de métadonnées, de structuration de méta et d'ontologie. Et on avait pas mal travaillé sur une tentative de convergence des différents descriptifs qui existent pour les appels d'offres européens, pour le ministère en France, pour plein d'autres choses, pour l'UNESCO. Et en fait, ma question, c'est de savoir si ce à quoi vous arrivez, puisque vous êtes en train de construire une grosse ontologie, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes disposé à partager, que vous souhaitez partager, ou comme c'est un peu le cœur de votre travail, vous souhaitez le protéger? Alors, on n'est pas propriétaire de cette ontologie, en fait, et on le fait de manière silotée pour chacun de nos clients et partenaires. Ils restent propriétaires des contenus qui sont en entrée. Nous, on est l'outil pour générer le graphe de connaissances sur leur corpus, mais on n'est pas habilité à partager chacun des graphes de connaissances qu'on génère sur leur corpus. Alors, sur les connaissances elles-mêmes, je conçois tout à fait ça, mais par contre, sur l'ontologie elle-même, la hiérarchie des concepts telle qu'elle est créée, est-ce que ça serait prêt à être partagé? Parce que ça m'intéresse au plus haut point. Je bosse sur 2-3 petits trucs en ce moment, et je pense que ça pourrait être un bénéfice global pour l'enseignement supérieur de pouvoir avoir une tentative d'homogénéisation et de fusion de toutes ces actions divergentes autour du classement des concepts. Donc avoir un vrai graphe qu'on puisse partager. Oui. Et nous, on est intéressés à l'idée du partage. La question, c'est les conditions du partage, comme toujours. Hein. C'est-à-dire, en gros, le principe est intéressant pour le développement de Stelia, mais Stelia peut pas, il faut trouver les conditions ensemble que ce soit possible. Mais il n'y a pas d'obstacle intellectuel à le faire, quoi. Ok, on peut en discuter a posteriori parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et on a Je ferai peut-être des des choses à connexions partager. aussi avec Gérard. Je te remercie. Merci à toute l'équipe Stelia. Merci Samy, c'est super sympa d'avoir. Et puis c'est dans l'esprit. Donc, plaisir de et c'est encore prolonger plus dans les l'esprit échanges. parce que on va continuer à t'embêter après. Tu vois, on va te poser plein de questions, plein de trucs, on va te proposer plein de choses. Donc, merci pour la participation. Et puis, j'espère qu'on reviendra un de ces quatre pour faire un redébriefing ici sur la communauté IA4Sup.